pays, le Japon, a atteint un carrefour historique. Il doit développer des armes nucléaires car il n'a vraiment pas le choix. Ces mots ont été écrits par Barry Gowan, ex-rédacteur en chef du New York Times, et auraient été impensables il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils posent un dilemme croissant au peuple japonais. La nation doit-elle acquérir l'arme nucléaire ? Le Japon est le seul pays à avoir subi une attaque nucléaire. Ainsi, il a fait du pacifisme un aspect central de son identité après la Seconde Guerre mondiale. L'article 9 de la Constitution japonaise interdit la guerre pour résoudre les différends de l'État. Il est resté sacro-saint pour les politiques et le public durant des décennies. Ce principe est tellement ancré que tout homme politique qui osait seulement suggérer de le modifier risquait de perdre la majeure partie de son soutien. Alors, comment le pays passe-t-il de cette position à envisager ne serait-ce que l'idée de posséder des armes nucléaires ? Avant de poursuivre, un mot de notre sponsor Inconi. Essayez de taper votre nom sur Google et vous trouverez probablement votre numéro de téléphone, vos anciennes adresses, peut-être même celles de membres de votre famille. Ce n'est pas un bug. C'est vraiment étrange. C'est d'une manière ou d'une autre légal et ces données sont là, simplement achetées et vendues chaque jour. Mais Incognifix, c'est ça. C'est un service de confidentialité qui supprime vos informations personnelles des sites de courtiers en données. Et maintenant, presque partout aussi. Avec le forfait illimité, il suffit de leur envoyer les liens. Même pour les sites en dehors de leur système automatisé, et les experts en confidentialité d'Incogni travaillant pour faire effacer ces données. Les dossiers judiciaires, les annuaires douteux, les listes publiques, tout disparaît. Donc si vous en avez assez que des inconnus en sachent prendre plus sur vous que vos amis, faites quelque chose pour y remédier. Allez sur incognicom/warfronts et utilisez le code warfronts pour obtenir 60% de réduction sur l'abonnement annuel, c'est incognicom/warfronts. Protégez votre vie privée avant que quelqu'un n'en profite. Revenons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui, un ordre international en mutation. Récemment, nous avons publié une vidéo sur les pays susceptibles d'obtenir des armes nucléaires. Bien que le Japon n'ait pas été en tête de notre liste, il figurait assez haut, et pour de bonnes raisons. Dans cette vidéo, nous avons dit que l'évolution des circonstances internationales, en particulier le soutien décroissant des États-Unis, allait pousser le public japonais vers les armes nucléaires. Rui Matsukawa, membre de la Chambre haute et ex-vice-ministre de la Défense, juge que l'évolution de l'ordre mondial justifie que le Japon ait ses propres armes nucléaires. Dans une interview à Reuters, elle évoque une réunion à Fordham Abbey avec des parlementaires et diplomates britanniques, où elle a constaté les doutes européens sur la sécurité assurée par Washington. Les attaques répétées de Trump contre l'OTAN, ses critiques des alliés européens et son rapprochement avec Poutine ont alarmé le continent. L'Europe devait désormais assurer sa sécurité, et Trump ne visait pas seulement l'Europe. Il a critiqué les dépenses de défense du Japon, voulant qu'elles atteignent 35% du produit intérieur brut et ses pratiques commerciales, imposant un tarif de 275% sur les voitures japonaises aux États-Unis. Trump a aussi jugé l'accord de sécurité Japon-États-Unis injuste et aurait envisagé d'annuler le traité. Après la discussion à l'abbaye de Fordham, Matsukawa a compris la même chose que les dirigeants européens, qui va le citer ici. La présence des États-Unis n'est pas acquise. Trump est imprévisible, c'est sa force. Peut-être, mais il faut toujours envisager un plan B, comme devenir indépendant et avancer. Nuke Matsukawa n'est pas le seul à se demander si le Japon devrait développer ses propres armes nucléaires. Shigeru Ishiba, l'actuel Premier ministre du Japon, a exprimé un intérêt pour les armes nucléaires lorsqu'il s'est exprimé à l'Institut Hudson avant de prendre la tête du pays. Reuters a aussi interrogé une douzaine de parlementaires, responsables et ex-militaires japonais, tous exprimant une volonté accrue pour que le Japon ait son arsenal nucléaire. La dépendance du Japon envers l'Amérique comme garant de sa sécurité dépasse la présence de troupes américaines sur son sol. La dépendance au parapluie nucléaire américain s'inscrit dans la politique nucléaire des 4 piliers du Japon. Les 3 autres piliers sont la promotion de l'usage pacifique du nucléaire, l'engagement pour le désarmement mondial et le soutien aux 3 principes non nucléaires. Les principes non nucléaires constituent l'élément le plus important de ces piliers, juste après la dépendance au parapluie nucléaire américain. Ils stipulent que le Japon ne possédera pas, ne fabriquera pas et n'autorisera pas l'entrée d'armes nucléaires sur son territoire. Créés par le Premier ministre Isaka Sato en 1967, ils ont guidé les gouvernements japonais suivants. À tel point que chaque Premier ministre japonais depuis Sato, y compris Yeshiba, a dû les réaffirmer publiquement. Ainsi, le fait que Matsukawa puisse donner une interview en spéculant ouvertement sur le plan B marque un changement radical. Selon Taro Kono, député de la Chambre basse japonaise, ce changement radical n'a pas débuté sous l'administration Trump. Tout a débuté en 2013 quand l'administration Obama n'a pas répondu à l'agression croissante de la Chine en mer de Chine méridionale.
Cela s'ajoute au fiasco de la ligne rouge d'Obama qui a menacé la Syrie d'actions militaires en cas d'armes chimiques, sans suite. Lorsque Bachar el-Assad a franchi cette ligne en 2013, cela a donné l'image d'un président qui reculerait face à la pression. L'invasion russe de l'Ukraine a renforcé cette impression. Malgré l'aide militaire envoyée à Kiev, Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne mèneraient pas la Troisième Guerre mondiale pour l'Ukraine. La mention de la Troisième Guerre mondiale compte car les stratèges japonais pensaient que les menaces russes d'utiliser l'arme nucléaire avaient assez intimidé Washington pour limiter son soutien à l'Ukraine. Les conflits au Congrès sur le financement de l'Ukraine ont renforcé ces doutes. Cela a terni la crédibilité des États-Unis aux yeux des pays sous leur protection. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est d'autant plus pertinente que le Financial Times a révélé des documents militaires russes montrant les cibles que Moscou viserait lors d'une attaque contre le Japon, comme des routes, ponts et centrales nucléaires. Pour les analystes à Tokyo, la question est « Les États-Unis risqueraient-ils une troisième guerre mondiale pour le Japon ?» Maintenant, nous devons souligner ici que contrairement à l'Ukraine, le Japon a un traité de défense mutuelle formel avec les États-Unis, le traité de coopération mutuelle et de sécurité, signé en 1960. Il précise que les États-Unis doivent défendre le Japon en cas d'attaque, établissant ainsi un engagement légal obligatoire. Cela place le Japon dans la même catégorie que les alliés de l'OTAN, avec une garantie formelle que l'Ukraine n'a jamais eue. Pourtant, ces garanties juridiques ont peu rassuré le public japonais. Un sondage d'Asahi Shimbun, grand quotidien japonais, montre que 77% des Japonais doutent que les États-Unis défendraient Tokyo. La confiance envers l'Amérique était ébranlée tandis que la Chine et la Corée du Nord menaçaient l'équilibre régional, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Depuis 2023, le stock d'armes nucléaires chinois augmente de 100 par an plus vite que tout autre pays. La Chine a les yeux rivés sur Taïwan pour un avenir prévisible. Mais selon Dan Blumenthal, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, la route vers Taipei passe par Tokyo. Dans un article pour The Hill, Blumenthal affirme que la logique d'une attaque chinoise contre le Japon lors d'une invasion de Taïwan est simple. L'armée chinoise doit garder la supériorité aérienne et navale autour de Taïwan, le principal obstacle étant les forces américaines au Japon. Si Pékin garde l'effet de surprise, elle pourrait neutraliser la plupart des forces américaines au Japon et rendre inopérants des ports clés. Le choix de Pékin de suivre cette stratégie reste incertain. Bien que les États-Unis et le Japon soient très vulnérables à une attaque surprise, justement à cause de l'effet de surprise, ils peuvent riposter à grande échelle. C'est justement ce que la Chine veut éviter en pleine invasion. Pour les hauts gradés de l'armée japonaise, disposer d'une dissuasion nucléaire les empêcherait d'avoir à constamment surveiller la Chine du coin de l'œil. D'un autre côté, la Corée du Nord reste la Corée du Nord. Si le monde était un quartier, la Corée du Nord serait la seule maison avec une alarme de voiture incessante et agaçante. Et aussi armée d'armes nucléaires, la Corée du Nord a récemment mis en garde le Japon concernant le tir d'essai d'un canon électromagnétique. Une arme qui utilise la force électromagnétique pour tirer des projectiles métalliques à des vitesses dépassant 5 fois la vitesse du son. Elle propose un moyen peu coûteux et efficace contre des menaces comme les missiles hypersoniques. Selon Newsweek, les médias nord-coréens y voient un signe que le Japon envisage une frappe préventive contre l'État isolé. De plus, la Corée du Nord a déjà déclaré que le peuple japonais servirait de chair à canon dans une guerre nucléaire avec des voisins comme ceux-ci. Est-ce vraiment surprenant que le gouvernement japonais veuille posséder ses propres armes nucléaires ? Mais que pense le public japonais de tout cela ? Le public se divise entre professionnels de la géopolitique, analystes, diplomates et politiciens. Ils prennent souvent des décisions selon des critères différents de la plupart des gens. Ils disposent de plus d'informations, de plus de données, et sont davantage exposés aux menaces auxquelles le pays est confronté. Cela ne signifie pas que Monsieur Tout-le-Monde est stupide. Cela signifie simplement que le calcul de la sécurité nationale peut sembler très éloigné de la vie quotidienne. Alors que les stratèges et les experts en sécurité nationale évaluent la question des armes nucléaires à travers une perspective géopolitique, le public reste beaucoup plus partagé. Pour vous donner une idée de l'ampleur du fossé qui peut exister entre ces deux groupes. Un sondage de 2019 montre que 75% des Japonais soutiennent l'adhésion au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, contre 18% d'opposants, le reste étant indécis. Depuis 2018, le gouvernement vote systématiquement contre la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'adoption du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Tokyo a également clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de signer ou de ratifier le traité, plaçant ainsi sa position officielle en opposition directe avec la grande majorité des citoyens.
L'opinion publique est fortement influencée par la tragédie qui s'est produite à Hiroshima et Nagasaki, et dans une moindre mesure à Fukushima. Il existe une peur constante, surtout parmi la génération plus âgée et les survivants des 2 bombardements, que les armes nucléaires puissent être utilisées à nouveau. Selon Kyoto News, un média d'information local japonais, cette peur est principalement alimentée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et par le programme d'armement de la Corée du Nord. Mais même avec cette peur, il y a un soutien croissant en faveur des armes nucléaires. Un sondage de mars 2025 a montré que 41% des sondés soutenaient la révision des principes non nucléaires du Japon. Ce qui est surprenant dans ce résultat, c'est que 3 ans plus tôt, lors d'un sondage similaire mené par l'Institut de stratégie de Kyoto, un cabinet de conseil et groupe de réflexion, seulement 20% soutenaient cette idée. Cette augmentation massive est portée par des personnes comme Tatsuaki Takahashi. Bien qu'il ait un lien personnel avec les attaques nucléaires, ayant perdu de la famille lorsque les bombes ont été larguées, il pense que le Japon devrait se doter de l'arme nucléaire. S'adressant à Reuters, il a déclaré, et nous allons le citer ici: « Je pense que l'entrée d'armes nucléaires américaines au Japon pourrait être inévitable comme dissuasion. Je reste opposé aux armes nucléaires, mais leur possession a une valeur stratégique. » Fin de citation. Pour certains, posséder des armes nucléaires américaines paraît plus acceptable que d'en produire soi-même. Bien que les 2 options constitueraient vraiment des violations des 3 principes de non-nucléarisation, l'une paraît beaucoup plus pardonnable que l'autre. Surtout si l'arme nucléaire américaine peut être retirée une fois les tensions apaisées. Même ici, l'opinion publique reste divisée sur la nécessité du parapluie nucléaire américain. Un sondage réalisé par la chaîne publique NHK a révélé que 53% des personnes interrogées ont déclaré, je cite, « Le parapluie nucléaire américain est nécessaire pour le moment, pour l'instant ». Cela indique l'une des 2 choses. Cela signifie soit que le parapluie nucléaire américain est nécessaire jusqu'à ce que le Japon puisse construire le sien, soit que le parapluie est nécessaire seulement jusqu'à ce que le monde s'unisse et élimine toutes les armes nucléaires. Eh bien, à vous de décider laquelle est la plus probable. Ensuite, nous allons élargir notre perspective et explorer les répercussions mondiales d'un Japon nucléaire. Avant cela, une question. Appréciez-vous notre travail chez Warfront ? Envie de plus d'épisodes, d'analyses et de perspectives sur les histoires qui façonnent notre monde ? Excellente nouvelle. Nous avons récemment dévoilé Frontsco, notre nouveau site web. Enfin, pas si nouveau que ça. Il a quelques mois, mais il est encore nouveau, allez y jeter un œil. C'est exactement ça. Warfront, Political Front et nos rédacteurs se retrouvent chez Front Stock Company pour analyser les guerres. La stratégie, la politique et la technologie qui marquent ce moment de l'histoire. Chaque semaine, nous publions 2 épisodes vidéo exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, y compris notre salle de briefing, un récapitulatif régulier des histoires peu médiatisées qui méritent donc votre attention. Sur Front Stocko, nous publions 2 articles d'experts par semaine, rédigés par des journalistes et journalistes partageant leur analyse avec notre public. Un article récent d'Alexandre C. Kaufman a abordé un sujet similaire sur la possibilité pour Taïwan de revenir sur sa sortie du nucléaire. Sur Front Stocko, vous aurez un accès anticipé à chaque épisode de Warfront, ainsi qu'à du contenu exclusif, des épisodes inédits, de nouveaux produits dérivés et plus encore. Un abonnement à 5$ par mois soutient aussi nos contenus gratuits sur YouTube. Pour soutenir cette chaîne et obtenir plus de contenu, allez sur Front Stocko. Nous mettrons un lien dans la description ci-dessous et merci pour votre soutien. Le Japon obtient une bombe nucléaire. Imaginons un instant un monde où le Japon abandonne tous ses engagements envers le pacifisme et la non-prolifération nucléaire et mise tout sur le nucléaire. Avec l'opinion publique favorable aux armes nucléaires et la volonté politique présente, la vraie question serait vite celle de la mise en œuvre. Selon l'initiative des chercheurs sur le nucléaire, le Japon pourrait rapidement se doter d'armes nucléaires grâce à son ancien programme nucléaire civil. Le Japon détient assez de plutonium militaire pour produire plus de 1000 ogives nucléaires selon certaines estimations. C'est aussi la seule nation au monde à posséder un cycle complet du combustible nucléaire sans posséder aucune arme. Ajoutez un système de livraison fiable pour une ogive et vous comprenez pourquoi. Le NSI a affirmé qu'une bombe nucléaire était prête à être assemblée. Que se passerait-il si le Japon l'assemblait ? Tout dépend de la vitesse à laquelle Tokyo fabrique la bombe et de la volonté du monde de les stopper. Bien que le Japon puisse théoriquement produire une ogive nucléaire en quelques mois, ce ne sont pas des minutes. Ce délai crée une fenêtre d'opportunité pour que d'autres nations perturbent le développement de la bombe. La Corée du Nord, par exemple, possède des capacités cybernétiques sophistiquées qu'elle a déjà utilisées pour voler des secrets nucléaires à de nombreux autres pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et, de façon cruciale, le Japon. Une course japonaise à la bombe rendrait les sites nucléaires de Tokyo encore plus ciblés.
Cibles idéales pour des cyberattaques visant à voler des données, installer des malwares ou retarder le programme. La Chine et la Russie possèdent des capacités de perturbation encore plus avancées que la Corée du Nord. Pékin pourrait exploiter sa puissance économique, menaçant les échanges commerciaux et l'approvisionnement du Japon en matériaux clés. Moscou pourrait profiter de ses liens avec la Corée du Nord en fournissant à Pyongyang des renseignements ou une aide technique pour ses actions de sabotage. Pékin et Moscou pourraient aussi obtenir une condamnation internationale via le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et menacer de sanctions tout pays soutenant le programme nucléaire du Japon. Il y a aussi la question de savoir si l'une de ces nations prendrait le risque d'une attaque directe. Une frappe sur les sites nucléaires de Tokyo avant la fin de la première arme serait risquée, mais pas inédite. En juin de cette année, Israël et les États-Unis ont frappé l'Iran lors des dernières attaques visant son programme nucléaire. Moscou et Pékin pourraient en suivre cet exemple et attaquer le Japon, mais cela risquerait une riposte de Washington. Mais cela suffirait-il à dissuader la Chine ou la Corée du Nord s'ils pensaient, mon sang, que le Japon était à quelques semaines de franchir le seuil nucléaire ? Et la réponse à cela, c'est que nous ne le savons pas. Nous savons que ces défis, bien que surmontables, restent importants et pourraient freiner les ambitions nucléaires du Japon avant même leur lancement. Pourtant, allons un peu plus loin dans notre expérience de pensée. Et si le programme nucléaire du Japon surmontait tous ces défis et produisait une bombe viable, comment le reste du monde réagirait-il à cela ? Aux États-Unis, la réaction dépendrait beaucoup du président en place. Une administration Trump pourrait considérer les armes nucléaires du Japon comme une mesure d'économie. Il pourrait y voir une chance de réduire la présence militaire américaine en Asie tout en gardant un allié nucléaire aligné sur l'Occident. Une administration démocrate serait bien moins favorable à un Japon doté de l'arme nucléaire. Barack Obama et Joe Biden ont tous deux privilégié la non-prolifération nucléaire, Obama l'ayant affirmé en 2009 à Prague. Nous allons le citer. « J'affirme clairement l'engagement de l'Amérique à œuvrer pour la paix et la sécurité d'un monde sans armes nucléaires. Je ne suis pas naïf. Cet objectif ne sera sans doute pas atteint rapidement, peut-être pas de mon vivant. Cela exigera patience et persévérance. » Un président démocrate verrait sans doute la nucléarisation du Japon comme un grave revers pour des décennies d'efforts américains de non-prolifération. Washington serait confronté à un choix impossible, sanctionner un allié lié par traité ou donner l'impression d'approuver la prolifération nucléaire, ce qui pourrait potentiellement encourager la Corée du Sud, Taïwan et d'autres à faire de même. La relation entrerait dans une période de forte tension, même si elle ne se rompait pas complètement. En Corée du Sud, la réaction face au Japon et l'acquisition d'une arme nucléaire dépendent beaucoup du dirigeant, comme aux États-Unis. D'après le Chicago Council on Global Affairs, une organisation non partisane étudiant les affaires mondiales, 71% des Sud-Coréens soutiennent le développement d'un programme nucléaire indigène. Donc un président qui serait favorable à ce que la Corée du Sud obtienne ses propres armes nucléaires pourrait utiliser les actions du Japon comme prétexte. Le président Lee Jae-myung a récemment proposé un plan pour dénucléariser la péninsule coréenne et normaliser les relations avec la Corée du Nord. Si le Japon acquiert l'arme nucléaire, le président Myung pourrait poursuivre son projet de dénucléarisation, où il pourrait écouter l'opinion publique coréenne et lancer le programme nucléaire national face à la Corée du Nord. Si leur tentative d'empêcher le Japon de concevoir une arme nucléaire échoue, Kim pourrait revenir à ses fanfaronnades et à la rhétorique habituelle auquel nous sommes habitués de sa part. Cela impliquerait plus d'essais d'armes et des déclarations provocatrices à la presse, sans confrontation directe avec Tokyo. Il y a aussi la possibilité que Pyongyang considère un Japon doté de l'arme nucléaire comme une menace existentielle qui doit être neutralisée. Le risque n'est pas forcément un Armagédon nucléaire total. La Corée du Nord pourrait juger qu'une frappe conventionnelle limitée suffirait en menaçant d'escalade nucléaire seulement en cas d'intervention directe des États-Unis. Cela pourrait arrêter le programme nucléaire japonais sans provoquer une destruction mutuelle. La Corée du Nord sait bien combien elle semble imprévisible. Si la Corée du Nord envisage d'attaquer le Japon de façon conventionnelle, des puissances étrangères pourraient croire à un possible Armagédon nucléaire. Si les situations sont maîtrisées, c'est un jeu dangereux de provocation. Mais le régime Kim a fondé toute sa stratégie de survie sur de tels calculs, et contrairement aux superpuissances de la guerre froide, la Corée du Nord a beaucoup moins à perdre. En parlant de la guerre froide, la Russie, Moscou a toujours eu une relation compliquée avec Tokyo, surtout à cause du différend territorial non résolu sur les îles Kouril. Si Tokyo acquérait des armes nucléaires, la Russie modifierait aussitôt sa relation avec le Japon. D'une part, le Kremlin verrait un Japon doté de l'arme nucléaire comme un défi direct à son influence régionale, ce qui pourrait l'amener à déployer des armes nucléaires près du Japon, peut-être même sur les îles Kouril.
La Russie reste en guerre contre l'Ukraine et refuse une nouvelle puissance nucléaire. Au-delà de toute tentative de l'empêcher d'acquérir réellement des armes nucléaires, cela ne serait peut-être pas dans son meilleur intérêt. La Russie utilisera sûrement cet incident pour montrer l'Occident comme hypocrite. Le Kremlin accuserait sans doute l'Occident d'aider secrètement le Japon à se doter d'armes nucléaires tout en prônant la non-prolifération. Et, en parlant d'hypocrisie, une avancée vers un Japon nucléaire n'est pas une question que l'Iran prendrait à la légère. Téhéran a été constamment sanctionné par l'Occident pour ses tentatives de développer des armes nucléaires. Et que le Japon évite le même sort, ou même soit encouragé par ces mêmes nations, c'est le genre de façade que l'Iran chercherait probablement à exploiter. Au-delà de toute rancœur à Téhéran, un Japon doté de l'arme nucléaire offrirait à l'Iran un nouvel angle à exploiter sur la scène diplomatique. Un Japon nucléaire signifie cela. Le monde va devenir un système à deux vitesses où soit vous êtes choisi pour rejoindre le club exclusif au sommet, soit vous devez vous taire et simplement accepter votre sort. Si le Japon devenait une puissance nucléaire soutenue par les États-Unis et l'Europe, la Russie et la Chine chercheraient à rééquilibrer les forces. Dans un monde où il est acceptable que l'Occident soutienne ouvertement la nucléarisation du Japon, il est aussi acceptable que d'autres puissances mondiales soutiennent ouvertement la nucléarisation de l'Iran. Enfin, la Chine reste un adversaire géopolitique historique du Japon. La Chine refuse que le Japon obtienne l'arme nucléaire, ce qui est peu dire. Toute extension de l'arsenal conventionnel japonais suscite la suspicion. L'observateur militaire chinois Zhang Jufang a accusé le Japon de masquer ses ambitions offensives derrière la prétendue nécessité défensive de son arsenal croissant de drones. Si Pékin a réagi ainsi aux drones, on imagine leur réaction face aux armes nucléaires. Au minimum, Pékin accélérerait probablement son accumulation nucléaire déjà fulgurante en ajoutant bien plus que les 100 nouvelles ogives par an qu'il stocke depuis 2023. Comme mentionné, la Chine utiliserait aussi des moyens diplomatiques et économiques pour punir le Japon. Pour la Chine, l'essentiel, au-delà de punir Tokyo, est l'impact sur ses projets pour Taïwan. Le nouveau Premier ministre japonais, Sanei Takeichi, a affirmé que l'usage de la force par la Chine contre Taïwan, tel un blocus naval, représenterait une menace à la survie obligeant le Japon à agir. Prêt à défendre Taïwan avec des armes nucléaires, le Japon modifierait ainsi la stratégie de Pékin. Les craintes que le Japon obtienne l'arme nucléaire sont-elles exagérées ? D'accord, après avoir envisagé ce qui arriverait si le Japon avait des bombes nucléaires, voyons maintenant l'inverse. Et si la peur que le Japon ait l'arme nucléaire était exagérée, l'analyste coréenne Gabriela Bernal se penche justement sur cette question dans un article pour l'organisation de presse basée à Singapour, Channel News Asia. Elle note que certains politiciens ont plaidé pour des armes nucléaires au Japon. Leurs opinions sont surtout minoritaires dans le grand public. Le gouvernement japonais plaide régulièrement à l'Organisation des Nations Unies pour un monde sans armes nucléaires. Cette année, le gouvernement l'a déclaré. Nous allons citer ses propos. Comprendre la réalité des bombardements atomiques est essentiel pour tout effort de désarmement nucléaire. Dans la même déclaration, le Japon a appelé à renforcer le traité de non-prolifération nucléaire et à œuvrer avec la communauté internationale pour un monde sans armes nucléaires. De plus, le Japon est également co-auteur d'un projet de résolution de l'Organisation des Nations Unies intitulé Etapa Pampotan, Lolesha Solesnslan, Ramtito, et étape pour construire une feuille politique de route commune vers un monde sans armes nucléaires. Cela ne ressemble pas aux actions d'un gouvernement travaillant sur un complot nucléaire secret. Même dans ce cas, il resterait soumis à l'article 9 de la Constitution et à la loi fondamentale sur l'énergie atomique japonaise de 1955, interdisant tout usage militaire du nucléaire. Le Japon a aussi signé le traité de non-prolifération nucléaire. À ce titre, il est soumis à l'article 2 qui interdit de recevoir, fabriquer ou solliciter une aide pour développer des armes nucléaires. Bien que le traité ne sanctionne pas les membres qui le violent et qu'il inclut des dispositions spécifiques sur la manière dont les membres peuvent s'en retirer. Un tel acte isolerait diplomatiquement le Japon et risquerait des sanctions économiques. Enfin, le Japon ne voudrait pas être la cause de tensions régionales exacerbées ni d'une course à l'acquisition d'armes encore plus dévastatrices. La politique étrangère du pays depuis la Seconde Guerre mondiale a été définie par la prudence et la retenue, et il semble peu probable que cela change de sitôt. Cela ne veut pas dire que c'est totalement exclu, il s'agit de géopolitique. Au final, rien n'est jamais vraiment hors de question. Sauf événement très radical, le Japon ne rejoindra probablement pas le club des puissances nucléaires. Pour citer Gabriela ici, les coûts dépasseraient largement tout bénéfice potentiel, et les risques pourraient précipiter précisément ce résultat. Le Japon veut éviter les conflits armés.
Son avenir repose sur le renforcement de ses partenariats de sécurité et la poursuite de son leadership dans le désarmement mondial, non sur les armes nucléaires. Merci de nous avoir regardés.